J'ai créé une startup sans Scrum, sans Kanban et sans Product Owner. C'était totalement volontaire et c'est ce que je referai aujourd'hui pour reconstruire une autre boîte. Parce que l'agilité est devenue un buzzword et comme chaque buzzword, il a fini par être dévoyé, exploité, surexploité jusqu'à la moelle. L'agilité est devenue une religion d'entreprise prêchée par des armées de consultants certifiés qui n'ont jamais construit un seul produit à succès, mais dont l'objectif, c'est surtout de vendre de la transformation agile à tout va. On s'est perdu dans les cérémonies, les post-it et les burn-down charts. Et notez que cette opinion n'est même pas provocante, je dirais même qu'elle est plutôt consensuelle. La hype de l'agilité est un peu retombée. Agilité qui n'est même pas utilisée telle quelle dans les startups et les big tech. Pire, désormais, à l'inverse, la hype pourrait être d'assassiner l'agile, associé désormais aux grands groupes et surtout à la méthode SAFe. Mais autant le discours de ces dernières années sur l'agilité m'a fatigué, autant ce serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, je ne vais pas être cool aujourd'hui avec l'agilité, ça pourrait heurter un peu votre sensibilité ou vos convictions. Restez jusqu'au bout, réagissez dans les commentaires, voilà, discutons un peu de tout ça. Pour ma part, j'ai commencé à entendre parler de l'agilité en 2006, ce qui est assez tôt en vrai, quand on y pense pour la France. Et je travaillais chez un éditeur de logiciels à ce moment-là. On avait déjà une bonne discipline sur les pratiques de dev. On travaillait sur de la CI distribuée ou du déploiement continu, qui était plutôt rare à l'époque. Et toutes ces pratiques, elles m'ont marqué pour la suite. L'agilité m'a tellement marqué que je suis même devenu coach agile en 2010 pour une belle boîte d'assurance. Et spoiler, ça n'a pas été une expérience incroyable. L'environnement n'était pas super propice à l'agilité. Ma semaine d'arrivée en tant que coach, j'avais déjà des tracts sur mon bureau de syndicat qui expliquaient que l'agilité avait tué des gens chez France Télécom. Bon, ouais, ça va, ça n'a pas été horrible, mais c'est juste pas mon truc. Moi, j'ai besoin de faire les choses, pas juste d'essayer de guider les gens. J'ai un vrai respect pour les bons coachs. Et gardez cette phrase en tête parce que je vais pas être tendre avec eux dans quelques minutes. Et puis en 2012, j'ai créé Malte. Alors une petite start-up qui a un peu grandi, dirons-nous. Et en créant Malte, je savais très bien ce que je voulais faire à propos de l'agilité, de Scrum et de tout le reste. Ne pas en entendre parler. Parce que je considérais, et que je considère encore aujourd'hui, que désormais il faut passer à autre chose. D'ailleurs en réalité, la question aujourd'hui n'est plus de savoir si on est agile ou non. L'agilité est revendiquée dans toutes les boîtes que je connais. L'agilité est censée avoir été comprise. Pourtant l'implémentation est quasi tout le temps catastrophique et donne lieu à ce que j'appelle moi aujourd'hui l'agile fatigue. Des discussions sans fin sur la bonne méthode à appliquer par des experts agiles. Dans les faits, l'agilité a été cantonnée bien souvent aux équipes de dev, alors que le reste de l'entreprise n'a toujours pas évolué. Les méthodes et process agiles sont devenus la norme, éradiquant toute capacité d'adaptation ou de sens critique, ce qui était pourtant l'objectif initial. Il y a eu uniformisation des pratiques, alors que c'était censé être des pratiques qui devaient s'adapter au contexte. Et malgré l'agilité, beaucoup de projets continuent d'aller dans le mur, et on retrouve très souvent les mêmes antipatterns. Les coachs agiles, les scrum masters, les product owners et les équipes de dev elles-mêmes font partie souvent de ces antipatterns. Bon attention, ça va piquer un peu, préparez-vous, mauvais moment passé peut-être. On va essayer de voir le positif après. Et puis surtout, entendons-nous bien, si je tape fort, je tape pas sur des gens, je tape sur un système. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va commencer. Parlons des coachs d'abord. C'est un boulot difficile. Moi là-dessus, j'ai rien à dire. Comment influencer des organisations à changer? Eh ben, c'est très difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coach agile, c'est un symptôme d'une entreprise qui va mal. Vous n'avez pas de coach quand tout va bien. Et avoir des gens qui viennent vous aider à vous guérir, c'est normal. Mais rappelez-vous, un coach, c'est un symptôme d'une entreprise qui va mal. Pourquoi ces postes seraient-ils permanents? Ça, c'est un anti-pattern. Anti-pattern parce que l'organisation devient dépendante d'une personne qui était censée les rendre autonomes. Anti-pattern parce qu'une personne qui dépend financièrement de son poste permanent n'a plus forcément intérêt à ce qu'on résolve les problèmes qui justifient sa présence. Et malheureusement, il y a aussi un second problème que j'observe très souvent avec les coachs. La grande majorité du temps, c'est des gens brillants, bien intentionnés, mais sans aucune expérience réelle de construction de produits réussis. Alors moi, j'ai aucun problème à travailler avec des coachs qui ont déjà une expérience réussie en tant que tech lead, CPO, CTO, n'importe quel autre poste, mais beaucoup ont uniquement leur expérience de coach à faire valoir, et parfois une certification Scrum, ce qui n'est pas suffisant. Bon, assez parlé d'eux, changeons de sujet et parlons maintenant des Scrum Masters. J'ai constaté que de plus en plus de devs voulaient devenir Scrum Master, parce que Scrum Master apparemment c'est bien confortable dans la tête de certains, ce n'est ni un rôle de dev, ni un rôle de manager, donc ça n'a les responsabilités ni de l'un ni de l'autre. Là où l'agilité était censée parler de collaboration, je vois bien trop souvent des Scrum Masters occupés à protéger leurs équipes contre les perturbations, ce qui a surtout pour conséquence d'infantiliser les équipes et de les isoler du reste de l'entreprise. Et surtout, dans tous les cas, leur bataille est perdue d'avance, les changements font partie inhérente de toute entreprise. Le mouvement, c'est la vie, donc par extension, l'absence de changement traduit souvent des entreprises mortes. Ces aspirants Scrum Masters sont bien souvent des experts des process agiles, parfois même certifiés, mais totalement éloignés des réalités économiques de leur entreprise. Ils ne créent pas de vision business et ne la relaient pas non plus. Maintenant, on va pas se mentir, les équipes de dev agile, elles ne sont pas non plus exemptes de tout reproche.
Alors c'est bien confortable pour beaucoup d'être infantilisé, coupé du monde, coupé des clients par les Scrum Masters ou les Product Owners, et c'est assez facile de reconnaître ces équipes. Elles ne parlent que de craft et de technique, pas de résultats économiques. Elles n'ont aucune notion de coût ou de gain. Alors là-dedans on retrouve facilement deux extrêmes, certaines équipes qui prônent l'absence totale d'anticipation, parce qu'avoir un plan c'est anti-agile apparemment, donc elles se contentent de réfléchir à 2 semaines, parce que selon eux, si on itère, on est agile déjà, quand bien même on se contente d'itérer sur un produit qui n'a aucun sens et dont personne ne veut. Alors, itérer ne veut pas dire ne pas avoir de direction, qu'on s'entende bien là-dessus. Ces équipes peuvent parfois cramer des millions d'euros par trimestre sans sourciller parce que l'argent est magique apparemment, surtout quand c'est pas le nôtre. Et puis à l'autre opposé du spectre, on a des équipes avec une roadmap déjà constituée sur 2 ans et un cérémonial agile qui sert uniquement à rythmer les lots de fonctionnalités d'un backlog Jira infini. Bon, avec tout ça, le tableau ne serait pas complet si on n'évoquait pas un autre rôle qui fâche dans l'équation, le Product Owner. Là encore, comme le Scrum Master, c'est un rôle à l'origine qui a fini par devenir un métier. Et ce métier, je l'ai vu dériver pas mal dans le temps. C'est devenu bien souvent un simple proxy des stakeholders, alors comprenez les gens qui décident, et dont le rôle se cantonne à administrer une liste interminable de tâches à faire priorisées en fonction de complexité et de gains hypothétiques annoncés par les stakeholders. C'est donc devenu des sortes de super gestionnaires de tickets Jira avec aucune vision business. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette citation, moi je l'aime bien, elle est attribuée à Henry Ford. Si j'avais écouté mes utilisateurs, j'aurais construit des chevaux plus rapides. Malheureusement, c'est un peu ça aujourd'hui le rôle des Product Owners dans pas mal de boîtes. Ils sont là pour construire des chevaux plus rapides demandés par des stakeholders, mais ils ne réfléchissent pas aux produits créés. Dans les autres dérives classiques, je vois régulièrement le Product Owner qui devient le ou la responsable de l'équipe de dev, avec une personne en tant que Scrum Master qui sert de proxy. Et donc à ce moment-là, le ou la PO se retrouve souvent dans une situation inconfortable, pris dans une roadmap annuelle qu'il ou elle n'a pas décidé, remplie de fonctionnalités déjà annoncées. C'est la pire configuration schizophrénique possible. D'un côté des équipes de dev soi-disant itératives, de l'autre une roadmap figée, et au milieu le PO qui fait des claquettes. Bon, et pourtant c'est bien dommage. Le product management ne doit pas se cantonner à la gestion d'un backlog de stakeholders ou à faire de la chefferie de projet. Alors oui, aujourd'hui, je sature pas mal des sujets autour de l'agilité qui ne s'attardent que sur le formalisme sans parler de résultats. Je sature également des serious games ou des conférences qui ne font qu'effleurer la surface des choses menées par des consultants certifiés avec aucun succès produit à la clé. Je sature des rétrospectives sous forme de jeux qui aboutissent très souvent à des consensus mous. Et en vrai, je suis sûr que vous avez vous aussi plein d'anecdotes à partager. N'hésitez pas dans les commentaires qu'on en profite un peu tous ensemble, quoi. Et en tout cas, moi, c'est ça que j'appelle l'agile fatigue. Et je crois que ça remonte à loin, en vrai, parce que l'agilité, pour moi, elle est morte au moment de la signature du manifeste agile. À partir du moment où c'est devenu populaire, ça a été marketé et vu comme une nouvelle mine d'or. Exactement comme le Lean Startup, les DevOps, les Full Stack et, sûrement dans pas très longtemps, les OKR. Juste pour rigoler. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont envoyé des emails pour me vendre de la transformation agile ou de la transformation digitale quand j'étais CTO chez Malte. Apparemment, une boîte née dans le web, un pure player, comme on dit aujourd'hui, c'était pas assez digital pour certains. Donc il fallait que je dématérialise mes points de vente. Je sais pas, j'ai pas compris. Bref, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il faut jeter l'agilité ? C'est pas ce que je dis. Déjà, l'agilité a apporté une certaine discipline dans la réalisation de produits, comme les pratiques de développement continu, le développement dirigé ou secondé par les tests, et l'ensemble du craft de façon générale. Discipline qui reste nécessaire. Nécessaire mais pas suffisante. En fait, aujourd'hui, est-ce que le sujet c'est toujours l'adoption de l'agilité ? Non, je ne pense pas, parce que tout le monde revendique déjà être agile. Les entreprises sont agiles, les équipes sont agiles, la communication est agile. On a des formations certifiantes, des annonces pour Scrum Master. L'agile est adopté et vous ne voyez plus d'entreprises dire qu'elle ne l'est pas. En vrai, même avoir des conférences agiles devrait être un non-sens aujourd'hui. Et dans la réalité, l'agilité est devenue une institution poussiéreuse, loin du caractère subversif et transformateur de ses origines. Alors est-ce que le sujet, c'est d'avoir plus de formalisme pour faire rentrer l'agilité dans le monde de l'entreprise ? Non plus. L'agilité se satisfait d'un formalisme minimal et se doit d'être adapté en permanence. Plus on laisse faire les cabinets de conseil, plus ça dérive et on finit par aboutir à des enfers comme Safe. Bref, la grande majorité des équipes produits connaissent l'agilité. C'est désormais enseigné à l'école depuis au moins 10 ans, la majorité des grandes boîtes ont des armées de coachs agiles en exercice dans leurs équipes. Or, la plupart du temps, et la plupart des équipes produits le savent bien, l'agilité se cantonne bien souvent au dev, la phase située tout au bout de la chaîne. Le sujet aujourd'hui, c'est plus de parler de l'agilité, c'est de parler du produit concret. Et pour ça, le sujet c'est de casser les murs créés autour des équipes tech. Murs qui sont néfastes pour l'entreprise, qui n'innovera pas sans ces équipes-là, mais qui sont également néfastes pour les équipes elles-mêmes, qui sont cantonnées à un terrain de jeu ridicule et qui ne peuvent pas être prises au sérieux dans ces conditions. Le sujet c'est pas les méthodes et process, le sujet c'est la culture d'entreprise. Donc je le redis, l'agilité en tant que cadre de développement pour la construction du logiciel, en fait, c'est ok, je considère même que c'est acquis, ça devrait l'être en tout cas. Les entreprises d'ailleurs qui luttent encore là-dessus ne seront toujours pas agiles dans 10 ans, ça c'est mon pronostic. C'est sans doute d'ailleurs pour celles-là qu'on continue à faire des agiles tours. Parce que le déclic, il ne se produira pas pour elles juste en apprenant à faire un meilleur format de rétrospective. Alors sur l'agilité tactique, celle qu'on applique tous les jours au quotidien,
il faut arrêter avec le formalisme à outrance et laisser les équipes produits le mettre en place et l'adapter par rapport à leurs besoins. C'est leur responsabilité. Si à la fin vous voulez mesurer votre degré de maturité, posez-vous des questions sur les résultats visibles. Moi je me fous littéralement de savoir qu'une équipe fait 30 story points par sprint. Je me fous complètement de savoir qu'une équipe réalise toujours 95% de son sprint avec un burn down chart qui colle parfaitement à la courbe théorique. Vraiment. Voilà le genre de truc que moi je veux entendre. On a réussi à augmenter de 10% l'étape X du funnel de vente. On a permis de faire x3 sur le trafic venant du SEO. Grâce à cette fonctionnalité, on a diminué de 30% le volume de support qui portait sur ces questions. Ou alors, le NPS a augmenté de 20 points. C'est ça, les vraies mesures de votre succès à la fin. Et même si vous êtes dans une équipe DevOps, je vais entendre parler de métriques, fréquence de déploiement, délai de mise en œuvre, temps moyen de résolution d'incidents, taux d'échec des changements. C'est aux équipes d'être responsables de tout ça. C'est aux équipes d'introduire et de modifier les pratiques nécessaires pour s'améliorer. Mais si à la fin, une entreprise, elle met en prod tous les trimestres, elle n'est pas agile, même si elle fait des user stories et qu'elle a embauché 15 coachs. Donc, pour en revenir à ce que je disais en intro, j'ai choisi de ne pas mettre l'accent sur l'agilité quand on a démarré Malte, mais sur la culture d'entreprise. Mon seul sujet, c'était la création de produits. Pas de créer un logiciel, un produit. J'ai embauché des personnes qui avaient une compréhension naturelle des principes agiles et on s'est tous accordés sur des bonnes pratiques pour bosser ensemble. Pratiques qui ont évolué dans le temps et qui ont formé notre méthode à nous. Alors parfois ça marchait, parfois ça marchait pas, parfois ça marchait plus aussi parce que la boîte avait doublé de taille et c'est normal d'adapter. On n'a jamais créé de rôle de Scrum Master parce que ce rôle n'avait aucun sens pour nous. La notion de protection par rapport au monde extérieur n'avait aucun sens. Une personne en charge de faciliter la vie aux autres n'avait aucun sens. Au contraire, nous voulions voir les problèmes, pas les masquer. Et chaque dev devait être en mesure de pouvoir discuter avec n'importe qui dans l'entreprise, d'aller observer son quotidien ou de parler aux clients. Nous avons cassé les murs avec le reste de l'entreprise, nous avons diffusé une culture tech. Il n'y avait pas de product owner uniquement en charge d'une liste de tâches à faire. On a cherché au contraire à embaucher des product managers capables de développer une vision du produit à construire et d'avoir des opinions sur ce projet. Pas juste des gestionnaires de to-do list. Pour nous, le product manager, c'est comme une sorte de mini CEO sur une portion du produit, tout comme le tech lead est une sorte de mini CTO. Et j'attends pas de mon CEO qu'il fasse des fiches Jira ou qu'il rédige des user stories. J'attends de cette personne qu'elle développe une compréhension parfaite des clients et du produit à construire. Bon, pour être clair, j'attendais ça aussi des développeurs. De toute façon, il n'y a pas eu de product manager pendant les premières années et pendant très longtemps, ça a été les devs qui avaient ce rôle. Bon, petite parenthèse, j'en profite ici. Chez Malte, j'ai toujours différencié le product management du project management. Le product manager gère un produit, il est responsable de sa viabilité économique. Les équipes de dev gèrent les projets qui permettent de créer le produit. Et tous ensemble discutent de la faisabilité et de l'utilisabilité. Bon, en fait, pour résumer, j'ai cherché à m'entourer de gens assez seniors pour savoir quoi prendre de l'agilité et quoi ne pas prendre. Notre équipe a créé un produit qui marche. Nous avons mis en place du déploiement continu permettant de mettre en production des dizaines de fois par jour. Nous avons mis en place des feature flags qui nous permettent d'avoir des procédures de rollback par feature et des tonnes d'autres pratiques que plein d'équipes agiles n'ont même pas encore envisagé d'implémenter. Mais surtout, chaque personne dans l'équipe de dev était en mesure de comprendre les résultats économiques de l'entreprise. Chacun était capable de savoir quel problème il résolvait et pour qui. Alors nous ne faisions pas de Scrum, mais si vous me demandez de choisir entre cette équipe et une équipe de grande entreprise certifiée agile avec un Scrum Master et un Product Owner et leur roadmap sur 2 ans, j'ai aucun doute sur le choix que je fais. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai dû faire sans doute moins de 15 minutes sur le sujet, donc évidemment que j'ai pas tout traité. Dans tous les cas, quelque chose me dit qu'il y aura des commentaires sur cette vidéo, et donc il y aura moitié à faire des suites si certains sujets reviennent souvent. Sur ce, vous pouvez retourner à une activité normale.